7h. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport, et pour cette seconde session d'information, nous allons vous proposer à partir de 7h10 une chronique. Elle sera sportive comme tous les lundis et nous allons parler des enjeux des coupes européennes des clubs avec l'avis de Konaté Idriss. Ensuite, le sport restera sur les antennes et ce jusqu'aux portes de 8h avec Serge Dakouri, Boukari Tapsoba, la mi-temps, toutes les actualités dans Foot Inter et aussi la zone mixte. Mais avant tout ceci, c'est bien sûr le journal, le grand format, présenté par Denise de la Fafiette. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à tous. 48 jeunes filles brillantes dans les études mais issues de familles démunies bénéficient de bourses d'études d'une valeur totale de 20 millions de francs CFA. C'est une initiative du Centre du genre de la CEDEAO. Le dossier du jour s'intéresse aujourd'hui à l'action menée pour sauver la langue bron en voie de disparition. Et puis dans l'actualité internationale, des milliers d'infirmières du Zimbabwe licenciées donc par le gouvernement pour avoir fait grève, ont mis fin à leur mouvement afin d'entamer des négociations avec les autorités. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire et c'est le journal que vous suivez. Parlons politique. Le Rassemblement des femmes républicaines a officiellement lancé ses activités au cours de sa rentrée politique au palais du carnaval de Bouaké. Venues des différentes localités du pays, ces femmes ont réaffirmé leur attachement aux idéaux du parti à travers une très grande mobilisation. Pour la présidente du RFR, Dr Joséphine Ouattara, les femmes sont appelées donc à relever ce défi lors des futures échéances électorales. Nous venons de terminer les élections sénatoriales. À leurs camarades militantes, l'enjeu est de taille. Nous aurons bientôt d'autres élections, à savoir les municipales, les régionales. Pour cela, nous vous exhortons à mettre à jour vos pièces d'identité en vue de l'enrôlement sur la liste électorale. Et je souhaite surtout qu'il y ait des candidatures féminines. Et le ministère en charge de la promotion de la femme veut mieux orienter les actions liées au genre en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, un cadre de concertation entre le gouvernement et ses différents partenaires, notamment ONU Femmes, a été mis sur pied à l'issue de la première réunion de concertation entre ces différentes parties. Il en ressort que beaucoup reste à faire. Madeleine Oka, responsable des programmes ONU Femmes, revient sur les enjeux de ce cadre de concertation. L'ONU Femmes a le mandat de soutenir et de coordonner au sein de la grande famille onusienne les actions en lien avec le genre. Nous avons également un mandat pour coordonner ces activités auprès des partenaires. Donc avoir un tel cadre de concertation pour nous c'est un cadre idéal justement pour assurer synergie, complémentarité, alignement. Parce qu'au-delà des intentions, il faut des choses concrètes, y compris des budgets. Donc la question des violences basées sur le genre, de la mortalité maternelle, la question de la participation des femmes aux prises de décision et les concertations, les allocations de ressources, toutes ces priorités qui ont été présentées par le ministère sont des priorités que nous, les partenaires, allons considérer comme des orientations pour nos actions à venir. Et parlant de genre, on peut dire que les disparités dans l'éducation semblent être réduites. 48 jeunes filles brillantes dans les études, mais issues de familles démunies, bénéficient de bourses d'études d'une valeur totale de 20 millions de francs CFA. Une initiative du Centre du genre de la CEDEAO. Eh bien, ce programme, qui est à sa deuxième édition, permettra aux femmes de mieux combattre la pauvreté, l'analphabétisme et l'absence de pouvoir de décision par le biais de l'éducation. Ces bénéficiaires se disent heureuses de pouvoir finir donc leurs études grâce à ces bourses. Écoutons d'abord Diplo Tchépé Bernadette. Déjà depuis le lycée, j'ai été orientée dans un lycée d'excellence qui est le lycée Sainte-Marie. À partir de la maîtrise, j'ai été majeure de ma promotion et c'est ce qui m'a permis de bénéficier de cette bourse-là en première année de doctorat. Et j'ai pu, avec cette bourse-là, acheter mes réactifs et pouvoir achever mes travaux de recherche. La bourse nous a permis de réaliser nos rêves, embrasser des carrières qui étaient avant réservées à des hommes. Je suis spécialiste en biologie fonctionnelle et moléculaire. C'est vraiment un appui dans nos études et surtout un soulagement pour nos parents. Et suis en maintenant des systèmes de production à International High Business Institute de Yamoussoukro. Je suis très heureuse d'être une bénéficiaire de cette bourse. J'ai été choisie parce que je suis une fille brillante. J'ai toujours été brillante, j'ai toujours prôné l'excellence. Et je promets à la ministre et à la CEDEAO d'en faire bon usage. Et l'Afrique est le prochain continent abolitionniste, c'est ce qui ressort du récent congrès sur la peine de mort tenu ici à Abidjan.
Le sujet était au cœur du magazine Les Salons de Radio Côte d'Ivoire d'hier dimanche. Invités sur le plateau, les membres de la FIACAT, la Fédération internationale de l'action chrétienne pour l'abolition de la torture et la peine de mort. Parmi les pays africains encore abolitionnistes, il y a le Niger. L'état des lieux dans ce pays avec Alfari Moumouni, président ACTA Niger. Pour ce qui concerne le Niger, nous pensons que la peine de mort a été instaurée par la colonisation. Donc c'est un héritage colonial et c'est pour cela, dans l'histoire du Niger, les exécutions qu'on a connues, c'est en 1976, lorsqu'il y a eu un coup d'État qui a failli emporter le président Séni Kountché. De 1976 à ce jour, aucun président nigérien n'a fait exécuter un condamné à mort. Ça n'a pas été aboli parce que certains politiciens pensaient que c'est dissuasif. Et 200 producteurs de la région du Poro ont été formés sur la bonne utilisation des pesticides dans les champs. C'est une initiative de la Jeune Chambre internationale section Korogo. L'objectif principal est de réduire considérablement les risques d'intoxication alimentaire dans les familles. Et à la fin donc de cette rencontre, les producteurs ont reçu des kits de protection et pris l'engagement de faire la restitution de cette formation partout. On l'écoute. Kouloual Draman, producteur coton à Soho. La plupart de nos paysans vraiment ignorent le danger des produits. Souvent au champ, on utilise le produit même sans laver les mains, on mange. C'est comme si ces formateurs même étaient avec nous dans les champs. La formation est la bienvenue. Nos parents un peu analphabètes, vraiment les sensibiliser parce qu'il ne sert à rien de produire après maintenant tomber malade et puis accuser les sorties. Siloui Alassane, directeur général du réseau des producteurs d'Anaka de Côte d'Ivoire. La formation, elle est la bienvenue. Nous sortons très heureux, surtout que nous retenons avec des kits. La santé de nos producteurs va s'améliorer. Avant d'arriver au champ, dès que tu as ta pomme sur toi, automatiquement tu entames la pulvérisation du champ. Après cette formation, j'ai su comment pulvériser mon champ, comment me protéger. Quelque chose va changer. Le dossier du jour. Les Abrans ou Brans, peuple situé dans la région du Gontougo, sont très inquiets du fait de leur langue qui est menacée de disparition. Eh bien, dans ce dossier, Méchac Steve s'intéresse à l'action menée pour sauver cette langue. On l'écoute. Depuis quelques années, les Abrans sont préoccupés par la régression de leur langue maternelle méconnue de la jeune génération. Alors, quelles sont les raisons de la pratique de cette langue de moins en moins? Par stratégie de guerre, on a caché notre langue pour pouvoir nous installer et dominer le territoire. C'est ainsi que la langue bran a commencé à disparaître parce que ils ont privilégié le Koulango à la langue bran. Béné Mathias, membre de la fondation Brapa Yomoa. Et la langue bran est classée selon les critères de l'UNESCO comme une langue en danger. Et si rien n'est fait, la langue va disparaître. Douyao Vincent, vraiment, il faudrait que nous fassions tout pour que cette langue-là renaisse de ses cendres. Parce que quelqu'un qui perd sa langue, c'est un déraciné. Pour ne pas perdre sa langue et être un déraciné, quel comportement l'on doit adopter pour préserver la langue abron qui est délaissée au profit de la langue Koulango? Lago Digbe Mathieu est le sous-préfet de Tabaïgne depuis 4 années. Nous sommes en région bron et je découvre ici que c'est le Koulango que la population parle. Si pour des raisons de secret défense, on a pu taire le bron, je pense que les raisons qui ont gouverné à cela aujourd'hui ne peuvent plus tenir. Donc il faut revenir aux fondamentaux, faire parler à la population sa langue. Il y a des politiques qui existent et il y a des langues qui sont traduites de manière phonétique dans des documents. Donc il faut que nous approprions ces choses-là. Pour sauver la langue abron, une école d'apprentissage est initiée. Ça veut dire anabron, mais puis ça veut dire anabron, il ou elle au singulier, ça veut dire un. Ma vie c'est garçon va s'appeler femme va s'appeler Abraham. Les objectifs de cette école sont clairement définis. Béné Mathias, malheureusement la langue abron n'a pas été choisie par le gouvernement parmi les 10 langues pilotes et projets écoles intégrés. Nous ne pouvons pas assister à la mort de notre langue et nous avons décidé d'ouvrir une école ici à Tabagne. Face à cette bonne volonté de permettre aux enfants d'apprendre la langue menacée, des difficultés se présentent. C'est pourquoi j'ai loué le table de Tabagne. Tu as un dialecte et puis tu comprends même pas. Ce n'est pas bon du tout. Donc, on demande l'État s'il peut nous aider. Et puis encore surtout, et celui qui enseigne, il essaie. Si l'État peut nous aider pour donner d'autres, très contents. Pour sauver la langue abron, qui de jour en jour est menacée de disparition, le peuple abron sollicite l'appui des autorités compétentes. Méchac Steve, Bondoukou pour
Radio Côte d'Ivoire. À présent, nous allons à l'international, un mot de l'actualité à l'extérieur. Des milliers d'infirmières du Zimbabwe licenciées par le gouvernement pour avoir fait grève ont mis fin à leur mouvement afin d'entamer des négociations avec les autorités. Quelques 15 000 infirmières s'étaient donc mises en grève lundi dernier dans les hôpitaux publics afin d'obtenir de meilleures conditions salariales et de travail et pour protester contre le sous-équipement et le manque de médicaments. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal.